Bonjour mesdames, messieurs, une nouvelle fois, je crois que j'ai salué tout le monde. Aujourd'hui, 3 pharmaciens sur 410 convaincus, le virage numérique en santé est pour l'officine un progrès nécessaire. Alors ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que nous confirme l'enquête menée cet été par notre partenaire, notre fidèle partenaire Call Medical. L'enquête dont vous aurez trouvé d'ailleurs les résultats complets sur vos sièges ce matin en arrivant. Alors pourquoi parler aujourd'hui d'un virage ou d'une révolution numérique à l'officine alors que celle-ci semble engagée depuis bien longtemps dans cette révolution? Les officinaux, pour mémoire, ont été en effet les pionniers de l'informatique en santé. Ils ont essuyé les plâtres des relations électroniques avec les organismes payeurs. Ils ont même développé des outils en ligne, je pense au dossier pharmaceutique, pour sécuriser la délivrance du médicament. Et pourtant, c'est bien d'une révolution numérique qu'il s'agit aujourd'hui, une révolution qui vise, comme le résume parfaitement la feuille de route du Ségur du numérique en santé, à, je cite, à généraliser le partage fluide et sécurisé de données de santé entre professionnels et usagers pour mieux soigner et accompagner. Voilà, tout est dit. Alors c'est vrai, tout le monde a pu le constater, la crise du Covid a fait exploser les usages numériques, hein, on en a parlé sur le plan économique tout à l'heure. Et cette explosion, ce qu'on peut appeler cet âge d'or du numérique, a contribué à l'accélération du virage inscrit dans la stratégie nationale de santé. Mais au-delà des pratiques nouvelles, je pense à la prescription électronique, à la téléconsultation, pour ne citer qu'elles, se sont imposées dans l'urgence de la crise. De même, l'ensemble de la chaîne du médicament, des laboratoires aux grossistes répartiteurs, en passant par les développeurs d'applications santé, ont emboîté le pas du virage numérique. Nous verrons justement avec nos intervenants quelles perspectives laissent entrevoir ces nouvelles fonctionnalités. Mais pour l'heure, on peut déjà dire qu'avec pour socle le Ségur du numérique en santé et plus concrètement le déploiement cette année de Mon Espace Santé, les professionnels et singulièrement les pharmaciens seront bientôt à la fois acteurs et bénéficiaires de ces évolutions. Le Ségur du numérique, nous l'avons vu, c'est un vaste chantier, une fusée à plusieurs étages dont certains concernent directement les pharmaciens. Un calendrier a été fixé, il a parfois été trituré, étiré, mais somme toute, il semble que les étapes de mise en œuvre se succèdent comme prévu. Alors dites-nous justement, Xavier Vitry, puisque vous nous faites l'honneur de participer à cette table ronde, dites-nous, puisque vous êtes aux manettes de ce projet et l'interlocuteur désigné des pharmaciens, dites-nous s'il vous plaît quelles sont les missions de la délégation ministérielle du numérique en santé, où elle en est, et surtout ce que vous attendez en particulier des officinaux dans la mise en œuvre des outils de la e-santé. Bonjour. Bonjour, je pense que c'est bon maintenant. Oui. Allô ? Oui, ça marche. Bonjour à tous, merci d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, la délégation ministérielle au numérique en santé a pour mission en fait, de mettre en œuvre cette fameuse feuille de route Ma Santé 2022 et on va bientôt se projeter dans la future adaptation, enfin version évolution, puisque nous sommes arrivés en 2022, ça ne vous aura pas échappé, et donc de poursuivre ces travaux au-delà donc, de cette année. Donc effectivement, cette année, il y a eu Mon Espace Santé et le Ségur du numérique en fait, a pour objectif de mettre en interconnexion, en interopérabilité les logiciels des professionnels de santé autour de Mon Espace Santé. Il n'était pas possible techniquement de mettre en interop l'ensemble des logiciels métiers les uns avec les autres de point à point, parce qu'évidemment il y en a beaucoup trop sur le marché. Et donc l'idée c'est aussi de redonner aux patients ces données de santé de façon à ce qu'il en soit responsable et acteur. Et on considère que pour être acteur de sa santé, il faut accéder à ces informations. En tout cas, avoir la possibilité d'accéder à ces informations. Après, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut, de l'ouvrir, de le fermer, d'y accéder, de ne pas les voir. Ça, c'est, voilà. Autour de ça, donc, l'idée, c'est de fluidifier ces échanges d'informations. Donc, on a ouvert des couloirs. Alors, dans le jargon Ségur, on appelle ça des couloirs professionnels. Donc, pour la médecine de ville, la pharmacie, la radiologie, biologie, hôpital, médico-social. Et cette semaine est sorti les messageries de sécurité de santé, donc, qui, au passage, vont toutes devenir interopérables d'ici quelques mois. Voilà, un problème de résolu.
Ça ouvrira d'autres, hein, pas de problème, vous inquiétez pas. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire évoluer ces logiciels professionnels avec une méthode qui est entre guillemets la marque de fabrique de la DNS. C'est d'abord des évolutions à petits pas rapides. Donc on avance par étapes. Par contre, on avance relativement vite. Les éditeurs, ça leur aura pas échappé, je pense, que le calendrier est soutenu. Et derrière ça, on fait donc, c'est de la concertation d'abord, puisque c'était des groupes de travail qui ont réuni l'ensemble des professionnels et des éditeurs, des experts. On a établi un certain cahier des charges et les éditeurs ensuite ont pu mettre en œuvre ce cahier des charges. Et aujourd'hui, on est à la phase de référencement, enfin bientôt. On a un petit peu ajusté le calendrier pour pouvoir finir. En fait, voilà, les dates initiales étaient prévues pour la fin pour cet automne. On va décaler un petit peu l'agenda de façon à permettre aux éditeurs qui ont aussi, voilà, qui se sont engagés. Hein, d'ailleurs, il faut le souligner, tous les éditeurs du marché officinal se sont tous engagés dans le Ségur. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut souligner. Et ensuite, en fonction de leurs moyens, ils n'ont pas tous les moyens d'arriver exactement à l'heure. Enfin, voilà, il y a des chantiers qui sont plus ou moins techniques. Certains avaient anticipé des sujets, d'autres étaient un petit peu plus en retard ou avaient des stratégies qui étaient un petit peu différentes. Néanmoins, ils ont modifié leur feuille de route à eux pour pouvoir s'intégrer dans l'agenda Ségur. Et voilà, à quelques mois, quelques semaines de l'arrivée, on a décidé, en fait, pour leur permettre de finir le travail et de bénéficier des financements Ségur, de réajuster un petit peu l'agenda. Donc, ces informations, pour l'instant, elles ne sont pas encore complètement officielles puisque c'est à la signature et la publication du journal officiel qui devrait intervenir dans les jours à venir. Mais il va y avoir un petit glissement d'agenda. À la fin, la date finale qui était prévue au 31 mars sera le 28 avril. Donc, on est sur l'ordre de 4 semaines. On n'est pas sur une remise en cause de l'agenda de façon majeure. Ce qui va changer pour les pharmaciens, ça va intégrer donc l'ordonnance électronique, ça va intégrer la messagerie sécurité de santé dans le logiciel, ça va intégrer ProSanté Connect, l'identité nationale de santé. Je sais que c'est un sujet que vous adorez, qui est voilà, il va falloir y passer. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'identito-vigilance. S'assurer que comme vos logiciels en fait vont s'ouvrir sur mon espace santé et vont devenir interopérables avec les autres professionnels qui entourent le patient dans son parcours de soins, vous comprendrez que vous ne pouvez pas vous permettre de pousser une information dans le mauvais dossier médical et que le seul moyen de garantir que votre document vous pousserait, bilan partagé de médication, compte rendu d'entretien ou note de vaccination, il faut que ce soit dans le bon dossier et que vous ayez aussi en retour la garantie, quand vous allez consulter le dossier médical, de pouvoir être certain que vous parlez bien du bon patient. Et donc ça passe par la qualification de l'INS et c'est de l'identito-vigilance. Tout ça, en fait, ça va bientôt se déployer. Hein. Normalement, d'ici la fin du premier trimestre 2023, on va dire la majorité des pharmacies seront équipées. Ce qui est attendu des pharmaciens, pour répondre à votre question, c'est passer commande. En fait, on ne peut pas, en tant que service de l'État, entrer dans votre pharmacie, poussez-vous, on va vous changer votre logiciel. Il faut quand même qu'il y ait une implication, on va dire, du chef d'entreprise, hein, quand même. On ne peut pas juste entrer chez vous et vous changer vos outils. Donc, on vous demande quand même un bon de commande. Et la deuxième étape, ce sera la validation d'aptitude, la vérification d'aptitude de service fait. Comme quoi l'éditeur a bien, conformément à ce qui a été demandé, fait le travail qui était prévu. Et avec ces deux documents, l'éditeur en fait, pourra adresser la facture directement à l'État, qui réglera directement auprès de l'éditeur la facture. Et donc, il n'y a pas d'avance demandée aux pharmaciens pour pouvoir bénéficier du module Ségur. Voilà, je répondrai après aux questions, je ne vais pas trop m'étendre sur les détails techniques. Sachez juste que pour la prestation Ségur, ce qui est attendu, c'est le développement, la licence, enfin l'installation, l'accompagnement des professionnels. Et voilà, ce qui n'est pas prévu dans le Ségur, et ça c'est important de le savoir, c'est la remise à niveau des outils, que ce soit le logiciel si vous avez des versions obsolètes ou des serveurs, des matériels qui sont obsolètes. La remise à niveau du matériel reste à la charge de l'entreprise. Et les messageries sécurisées ne sont pas non plus prévues dans le financement Ségur. Est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez une idée de la proportion du parc qui n'est pas adaptée aujourd'hui à cette grande... Absolument pas. J'en ai aucune idée. Peut-être les éditeurs le savent. On le saura après. On verra. On posera la question. Mais là, pour l'instant, non. Moi, personnellement, j'en ai absolument aucune idée. On a une idée à peu près de la répartition du marché des éditeurs, mais au-delà de ça, on ne sait pas du tout les niveaux de version, ce genre de choses.
Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment passer commande. N'attendez pas les dates, elles ont été décalées. On va dépasser, donc initialement c'était le 18 décembre, ça va bouger. Vous attachez pas à ça. Tous les bons de commande passés à partir du 19 juin sont réputés valables. Donc n'attendez pas, si votre éditeur vous propose de signer un bon de commande Ségur, c'est extrêmement important de commencer dès maintenant. Si tout le monde attend 21 000 officines, si tout le monde attend la date butoir, c'est sûr qu'on part tous au carton collectif. Pour nous, le Ségur, c'est pas une réussite du ministère ou quoi que ce soit, c'est une réussite collective. On va réussir ensemble ou on va échouer ensemble avec éditeurs, pharmaciens, représentants des professionnels, experts, services publics. Patients, représentants des patients. Il n'y a pas il y a personne qui tire le chapeau en disant c'est moi qui l'ai fait. C'est une réussite collective, c'est un engagement collectif. Et donc on compte sur vous pour vraiment ne pas attendre le dernier moment pour faire ça. Voilà. Et on est bien clair, ça n'engendre aucune dépense à la commande pour le pharmacien. Sur la partie Ségur, sauf les éléments que j'ai évoqués, messagerie sécurisée. Voilà. Après, je répondrai à vos questions. Je ne vais pas entrer dans le détail. Si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas à poser les questions. Si jamais il y a besoin, hier midi, j'ai fait un webinaire dont il y a un replay qui dure 1h30 que vous pouvez revoir et qui explique dans le détail tous les contenus. Il y a plein de questions. Enfin voilà, évidemment, je suis là pour répondre à vos questions, mais je ne vais pas vous faire. Voilà, je peux faire 1h30 si vous voulez, mais je n'ai pas le droit. Vous avez demandé 5 minutes, donc il y a un grand écart. Là. 8, mais par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez sous la main, si j'ose dire, Monsieur Vitry. Donc juste sur la prescription électronique, elle sera immédiatement opérationnelle dès lors que le système sera adapté. Oui. Alors juste pour vous dire, il y a deux vagues il y a plusieurs vagues successives qui sont prévues. Plutôt que d'attendre le grand soir du logiciel et de la réforme de tout le truc avec l'outil parfait, l'idée c'est d'avancer à petits pas rapides et donc de sortir régulièrement des nouvelles versions et des adaptations. Globalement sur le Ségur, la vague 1 Ségur avait pour objectif d'alimenter le dossier médical partagé, donc que tous les professionnels soient en capacité de pousser de l'information vers le patient. La vague 2 sera le système inverse, que vous puissiez bénéficier de documents poussés par les autres professionnels, les labos, les médecins ou d'autres, en fonction de l'intérêt que ça représente. Donc voilà, cette vague 1 n'est qu'un début, il y en aura d'autres derrière. Donc comment les pharmaciens seront informés de ces nouveautés ? Là, en fait, on fait cette communication, on est là pour ça. Il y a les représentants professionnels, les syndicats, l'ordre, les éditeurs, enfin, les groupements aussi qui ont pas mal aidé. Il y a des labos pharmaceutiques également qui sont engagés là-dedans, qui font ces campagnes. L'assurance maladie va faire une campagne de conseillers pour aller dans les officines, comme ils le font pour les médecins, pour leur expliquer le Ségur, l'ordonnance électronique. Enfin voilà, tout ça. Donc il va y avoir de la communication dans la presse spécialisée. Voilà, donc, les questions vont peut-être venir au fur et à mesure. Il y en avait déjà une. Là. Pascal Marie, journaliste au quotidien des pharmaciens. On peut avoir un micro là au deuxième rang. Au deuxième rang, à droite, à votre droite. Pascal Marie, donc journaliste au quotidien des pharmaciens. Oui, bonjour. Une petite question. Il y a eu un bug récemment avec mon espace santé, avec des résultats de tests Covid qui ont été attribués aux mauvaises personnes. Alors je crois que ça a été suspendu. Du coup, les résultats n'étaient plus automatiquement envoyés vers les dossiers personnels des patients. Est-ce que ce problème il a été réglé ? Est-ce que ça doit nous inquiéter un peu ou pas ? Est-ce que c'est un petit ratage de début Oui, alors c'est de l'ordre de mémoire, quelques dizaines peut-être. Je ne sais même pas s'il y a 200 tests qui ont été envoyés dans les mauvais dossiers. Donc effectivement, c'est un problème. Alors, j'ai envie de dire, ça ne sont que des tests Covid. Bon, moyen comme réflexion, mais imaginez si ça avait été des dossiers cancer ou des dossiers... Enfin, c'est en ça que la qualification de l'INS est vraiment un point essentiel. Les ratés, il y en a tout le temps. Hein. Enfin, ça arrive voilà, sur cette échelle-là. Je ne sais pas combien CIDEP a enregistré de tests Covid. La dernière fois que je m'y suis intéressé, c'était il y a plus d'1 an. On était à 150 millions ou presque 200 millions de tests. On a effectivement quelques ratés. Il faut qu'on analyse et qu'on comprenne ce qui se passe. Donc ça a été corrigé, évidemment. La qualification de l'INS, c'est exactement ça, en fait, l'importance du sujet. C'est-à-dire qu'il faut garantir de pousser l'information dans le bon dossier médical. Et on a plein d'homonymes, on a plein de gens dont on ne connaît pas les deuxièmes prénoms, les noms de famille, on croit connaître, et en fait, le nom de famille. Donc il faut vraiment qualifier ça. Ça ne se passe que sur une pièce d'identité officielle, passeport, carte d'identité ou permis de séjour. Et il faut vraiment qualifier ces INS de façon sérieuse. Sinon, il va se passer exactement ce que vous dites. Donc effectivement, ça a été corrigé, ça a été pris en main. Est-ce que ça va jamais se reproduire ?
on peut que le souhaiter, évidemment. On fait ce qu'il faut. Après, on n'est pas à l'abri qu'évidemment, il y ait des petits ratés de cette nature. Mais vraiment, le plus important, c'est vraiment cette identification, parce que c'est un peu l'origine justement de ce problème. On a mal identifié des personnes et du coup, on se retrouve avec des informations qui sont dans le mauvais dossier, quoi. C'est pas la machine qui s'est trompée, quoi. Merci, Monsieur Vitry. Donc, je pense que vous aurez l'occasion d'intervenir. Non, Albin Dumas, une question, président de l'APR. Oui. Attends, on va vous donner un micro, Albin. Attendez, Albin, le micro. Albin Dumas, donc président de l'APR. Merci. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des logiciels qui servent dans les MSP pour le soin coordonné, type VEDA, pour échanger avec les autres praticiens? Est-ce que le Ségur se substitue à tout ça? Alors, le Ségur se substitue à rien du tout. En fait, il fait évoluer les logiciels. Donc, les logiciels pour les exercices coordonnés de type centre de soins coordonnés, enfin maison de santé, tout ça, sont inclus dans la médecine de ville. Donc, dans le couloir médecine de ville, les logiciels sont prévus pour évoluer. Ensuite, on a les infirmiers, kinés, dentistes, sages-femmes qui vont arriver là bientôt, prochainement, dans lesquels on inclut les centres de soins dentaires et infirmiers. Leurs logiciels vont aussi devenir des logiciels Ségur, enfin vont être inclus dans le dispositif. Et à côté, il y a tout un tas de logiciels qui existent. C'est peut-être à ça que vous faites référence, qui sont à côté du logiciel professionnel, j'ai envie de dire, et qui permettent de faire de la coordination et tout ça. Ces logiciels, en fait, ils ont vocation à intégrer ce qu'on appelle le bouquet de services professionnels. Je ne sais pas si vous avez entendu, dans mon espace santé, il y a différents blocs. Il y a le dossier médical partagé, dont on parle beaucoup. Et puis, on a la messagerie citoyenne sécurisée. On a l'agenda partagé et un store d'applications. Ce store d'applications, il vise à augmenter l'expérience patient. Le patient aura 2 catégories d'applications. Des applications qui seront, on va dire, indépendantes de ces données de santé, qui n'auront pas de lien, et des applications qui auront l'autorisation d'interagir avec leurs données de santé. Donc, par exemple, si vous avez un diabète, un éditeur d'une start-up pourrait proposer une application qu'elle mettra dans le store Mon Espace Santé et qui permettra d'augmenter l'expérience utilisateur, enfin l'expérience du patient, pour l'accompagner dans sa prise en charge de sa pathologie, par exemple. Évidemment, pour pouvoir déposer une application dans le store, l'équivalent de Google Store ou d'Apple Store, il faut répondre à un certain nombre de critères de sécurité, d'impact environnemental et d'éthique sur l'usage des données qui vont être faites derrière. Donc là, en ce moment, il y a des applications qui sont en cours de référencement. Il y aura une conférence de presse prochainement, courant octobre, qui va venir préciser un petit peu tout ça, quelles sont les applications en cours, les premières applications qui seront référencées. Côté professionnel, on va avoir le même dispositif avec le bouquet de services professionnels. Et en fait, il y aura donc ces applications pourraient candidater pour entrer dans le store bouquet de services professionnels, et les professionnels pourront donc les activer. Ils auront la garantie, et elles seront en interconnexion avec les informations du patient, avec Mon Espace Santé et les logiciels des professionnels de santé. Donc en fait, on va avoir 2 niveaux, on va dire, de coordination. Soit vous êtes dans un environnement coordonné, mais votre patient, en fait, lui, peut vous avoir choisi et vous êtes dans une CPTS, par exemple, mais son kiné, il est dans une CPTS d'à côté, parce que lui, il a décidé que son kiné, il s'en fout, quoi. De savoir si vous êtes tous dans la même CPTS ou pas. C'est pas son problème en tant que patient. Et donc, il y aura de la coordination possible avec ces outils-là au sein de votre CPTS, qui sera plus fluide et tout ça, mais vous aurez quand même cette coordination possible via Mon Espace Santé, qui ne sera pas aussi optimale peut-être que ce que vous avez dans votre outil, mais si le patient a choisi un professionnel qui n'est pas dans votre CPTS, vous pourrez quand même échanger avec lui de l'information et savoir ce qui se passe. Bon, je vais demander à... On va passer à l'étape suivante et après, parce que sinon, on risque de ne pas pouvoir respecter le timing. Je vais demander à Philippe Besset de venir à la tribune. Merci, Monsieur Vitry. Vous aurez certainement l'occasion de répondre à d'autres questions.